Folie douce. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, dans quelques minutes, je reçois Éric Skulski qui vient nous parler des rendez-vous de la santé mentale. On aura à l'Espresso avec Pierre, on va parler de percées significatives pour la recherche sur l'autisme. En deuxième demi, on recevra Michel Peterson qui est psychanalyste en fait chez Rivo. Il va nous parler un peu de ce qu'il fait. Et à l'Espresso allongé, dans le dernier quart d'heure, il sera question des impressions de déjà-vu. Alors tout ça à l'émission Folie douce. Dans la prochaine heure, on commence en chanson avec Maison Mobile de Madame Moustache. Bienvenue chez nous. Voulez-vous mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. J'accueille mon invité qui est Éric Skulski, je prononce bien. Très bien, c'est Oui. exactement ça, Skulski. Oui, bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes agent de planification à l'hôpital Louis-H. Lafontaine. On va parler ensemble d'un sujet qui est très important, la stigmatisation en santé mentale, et de façon assez pratique, dans le sens où on parle
d'un événement, en tout cas, qui va tenter, j'imagine, de faire comprendre, de dédramatiser tout ce qui est de stigmatisation. Mais d'abord, j'aimerais qu'on situe ce que c'est la stigmatisation en santé mentale de façon en intro comme ça pour situer les gens. Mais souvent, premièrement, stigmatisation, moi, je préfère parler justement de déstigmatisation. Hein. C'est aussi l'objectif de la journée. Oui. Bon, la stigmatisation, c'est vraiment... Bon, on parle beaucoup en santé mentale de rétablissement. C'est une volonté, entre autres, là, dans les hôpitaux, de faciliter le rétablissement des gens. Le rétablissement, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre aux gens qui ont des problèmes de santé mentale de vivre une vie comme tout le monde. C'est-à-dire de pouvoir travailler, de pouvoir avoir un appartement, de pouvoir vivre en couple, dans le fond, de pouvoir avoir les mêmes désirs que toute personne, que tout citoyen, et en même temps de pouvoir, pas juste avoir ces désirs-là, puis ces rêves-là, mais de pouvoir les réaliser. Parce que c'est pas acquis, ça. C'est loin d'être acquis. C'est loin d'être acquis. C'est sûr que le problème de santé mentale peut rendre ça plus difficile pour les gens, mais je dirais que le principal obstacle à la réalisation de ces rêves-là, justement, c'est souvent la stigmatisation. La stigmatisation, qu'est-ce que c'est? C'est justement la difficulté pour ces gens-là de vraiment intégrer la société. On peut penser au logement, comment ça doit être difficile. On sait déjà que c'est difficile pour beaucoup de gens de trouver des logements, mais imaginez quelqu'un qui arrive, qui parle d'un problème de santé mentale, qui entend des voix. Comment un propriétaire peut réagir par rapport à ça? Ça peut l'inquiéter, il peut... Bon, c'est un fou, c'est... Donc une difficulté à ce niveau-là. Et en plus, la personne peut avoir aussi des difficultés à vivre seule, à être autonome. Donc, comment aussi la société développe des services d'hébergement qui permettent à ces gens-là de vivre une vie le plus normale, la plus épanouissante possible. Donc, ça, c'est un exemple de stigmatisation. On peut penser à la même chose par rapport au travail. Hein? On est dans une ère d'efficacité, de performance. C'est certain qu'une personne avec un problème de santé mentale peut des fois être un peu moins efficace. Alors, comment un employeur va être prêt à passer par-dessus ça, à accepter ça et à encourager une personne qui a un problème de santé mentale. Il ne faut jamais aussi oublier une chose, on associe souvent un problème de santé mentale avec manque d'intelligence. Ça n'a rien à voir. La personne a des difficultés. Ça peut être un trouble psychotique, ça peut être une dépression, ça peut... il y a plusieurs types de troubles de personnalité. Il peut y avoir un trouble de personnalité aussi, il peut y avoir plusieurs types de troubles par rapport à la santé mentale, mais ça n'enlève rien à l'intelligence des gens. Et justement, quand on réussit à vaincre la stigmatisation, puis qu'on donne l'occasion à ces gens-là de participer de différentes façons à la société, on se rend compte des très grands apports qu'ils peuvent donner. À l'hôpital, depuis 2008, à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, depuis 2008, il y a des activités patients partenaires qui ont été mises en place. Ces activités-là sont de différentes natures. Ça peut être, par exemple, de les inviter à donner des conférences sur leur vécu expérientiel, sur comment ils vivent la maladie. Et je peux vous dire une chose, moi, j'organise souvent des conférences à l'hôpital. J'organise souvent des conférences avec des chercheurs, des cliniciens, des utilisateurs de services. Et toujours, à la fin de la conférence, la personne qui a été la vedette, la personne qui a vraiment attiré l'attention des gens pendant la conférence, c'est l'utilisateur de service. On leur donne la chance et les gens sont passionnés par ce que ces gens-là ont à nous dire. Un autre type d'activité qu'on a aussi à l'hôpital, l'hôpital est divisé en différents programmes cliniques pour les différents troubles de santé mentale. Et par exemple, pour les troubles psychotiques, il y en a d'autres, mais pour développer des services à la fine pointe, il faut développer une programmation clinique autour des cliniciens. Et depuis quelque temps, à l'intérieur des comités de programmation, où on réfléchit à la programmation, on intègre aussi des utilisateurs de services pour bien comprendre leurs besoins. Et encore une fois,
dans ces comités-là, l'apport de ces gens-là est très, très précieux et très apprécié autant par les gestionnaires que par les cliniciens. C'est intéressant. Puis, comme vous dites, c'est ça, c'est une question aussi, la stigmatisation, dans le fond, c'est plutôt la déstigmatisation, comme vous dites. Ça va prendre plusieurs années, peut-être décennies avant de pouvoir toucher tout le monde, mais effectivement, il faut en parler, il faut faire des choses. Et vous avez un moyen très concret qui est le... Mais est-ce que je peux vous arrêter? Oui. Je pense que je vais vous en aller, mais je veux juste donner un petit exemple aussi. Pour vous montrer, parce que vous parlez de l'évolution, puis moi, il y a quelque chose qui m'a frappé récemment. Bon, l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, où est-ce que ça a été construit? Ça a été construit il y a une centaine d'années, très, très loin de toute... toute habitation dans les champs. Loin, on voulait s'éloigner de plus à la campagne. Possible. À la campagne, c'est ça. On veut se tenir loin des fous, comme on disait dans le temps. Ouais. Et certainement qu'il y avait des clôtures autour de l'hôpital. Alors que maintenant, des terrains de l'hôpital... Bon, premièrement, l'hôpital est entouré par la ville. Des terrains ont été vendus récemment. Il y a eu des condos qui ont été construits autour de l'hôpital. Puis je pense aussi quelques logements là, pour... en tout pour cas, l'accès au logement. Du logement communautaire aussi. Social. Mais ce qui m'a frappé, c'est récemment, il a été construit un parc pour enfants qui est à quelques pas de l'hôpital. Il n'y a pas de clôture qui sépare le parc de l'hôpital. Et il y a un beau clin d'œil en plus parce qu'Émile Nelligan a été enfermé à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Il y a le poème Le Vaisseau d'or d'Émile Nelligan qui est sur un des murs du parc. Et il y a un jeu d'eau pour enfants qui s'appelle Le Vaisseau d'or. Mais ce que je trouve le plus intéressant, je passe là souvent, plein d'enfants jouaient dans ce jet d'eau, dans ce jeu d'eau. Et je me disais, ils sont à l'ombre de l'hôpital, ils voient la grande tour de l'hôpital et certainement que des fois, ils demandent à leurs parents, bon, mais qu'est-ce que c'est cette tour-là? Puis les parents doivent expliquer, ben voilà, c'est l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, où il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, on n'est plus du tout déjà quand même dans le même monde. Mais l'image est belle. L'image, on voit que déjà, on a fait un grand pas comparativement à ce que vous disiez avant, effectivement. Mais vous avez mis sur place, justement, à l'hôpital. C'est une initiative, je pense, du côté des services puis de votre participation, certainement. Les rendez-vous de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est cet événement-là? Donc, c'est un événement qui était à sa première. Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'événement? D'accord. Alors, cet événement-là est parti de deux choses. Premièrement, là, je vais donner la date de l'événement parce que ça a une signification. L'événement a eu lieu le 10 octobre 2012. En fait, on a la même date de notre émission est née un 10 octobre. Ah oui? Juste pour vous dire. C'est intéressant. Mais alors, le 10 octobre, c'est la Journée mondiale de la santé mentale. Oui, c'est ce que j'apprenais il y a quelques temps. C'est assez spécial. C'est un drôle de hasard. Mais notre émission a vraiment été fondée en 91, mais le 10 octobre également. Bon, alors vous aviez une intuition. On avait... C'est un hasard, en fait, qu'on était dans ça. Voilà. Et il y a Linda Fortier de l'hôpital revenait aussi d'Europe et elle avait entendu parler de bibliothèques vivantes. Et elle était très motivée à l'idée qu'on mette sur pied une bibliothèque vivante lors d'un événement à l'hôpital. Les bibliothèques vivantes, c'est né, je crois, en Scandinavie. Le concept de la bibliothèque vivante, c'est comme une bibliothèque, mais au lieu d'emprunter un livre, c'est l'occasion de rencontrer des gens envers lesquels la population ou les gens, ou encore des gens ont des préjugés. Donc, par exemple, on se retrouve dans une cité en banlieue parisienne, on connaît le contexte social. C'est sûr que les policiers ne sont pas très, très aimés dans ces coins-là. On fait une bibliothèque vivante où les livres sont remplacés par des policiers et les jeunes peuvent aller rencontrer des policiers individuellement pendant 15-20 minutes. Et c'est l'idée que, peut-être que l'image qui se sont faites des policiers est en partie vraie, mais peut-être aussi en partie fausse. Et le contact va permettre de changer cette perception-là. Démystifier des choses, s'expliquer des choses, poser des questions. Puis de voir que ce policier-là, il peut être un père de famille. Ouais. Il y a certaines... C'est ça, des fois, il va faire... Il y a des ordres, puis il va les mettre. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cœur. Voilà. Donc, dans votre cas, comment vous l'adaptez? C'est ça. Donc, là, évidemment, à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, ce qu'on a décidé de faire, c'est une bibliothèque vivante.
avec des utilisateurs de services. Donc, l'idée, c'est de diminuer les préjugés par rapport aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, les gens qui vont animer la bibliothèque vivante, c'est en grande partie des utilisateurs de services. Et on sait que pour diminuer les préjugés par rapport aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, il y a plusieurs moyens. On peut donner des conférences, on peut lire des articles, mais le meilleur moyen, c'est de permettre aux gens d'avoir un contact direct avec des utilisateurs de services. Et c'est là que souvent, les gens se rendent compte que la personne est effectivement pas violente avec moi. Ça fait baisser la gêne qu'on peut aussi éprouver par rapport à ces gens-là qu'on n'a pas l'occasion de côtoyer. On ne sait pas trop comment on va leur parler. Donc ça peut être aussi une occasion. Les gens sont des fois mal à l'aise, justement. La différence. Comment on nomme les problématiques? On parle-tu de maladie? On parle-tu de... Exactement. Des fois, on a de la misère avec les termes aussi. C'est ça. Ou on peut penser que ces gens-là... on peut avoir plein de préjugés qui sont tellement dépressifs qu'ils ne sont pas capables de parler. Puis là, on rencontre une personne dépressive ou encore une personne qui a été dépressive et qui est en rétablissement puis qui peut avoir une conversation tout à fait normale. Pendant la bibliothèque, il y a une quinzaine de livres, des utilisateurs de services. Il y a aussi des pairs aidants, donc des utilisateurs de services qui sont rendus dans le réseau et qui aident. Et qui aident leurs semblables, justement. Exactement. Ouais. Il va y avoir des proches, c'est-à-dire des amis, des membres de famille, des utilisateurs de services. Donc, c'est un peu comme une journée, c'est comme une porte ouverte, dans le fond, c'est ça? Hein, Puis, je voulais juste aussi dire qu'il y a, pour aussi les préjugés, il y en a aussi par rapport aussi aux techniques qu'on peut employer par rapport à la santé mentale. Par exemple, les électrochocs. Oui. On dit électrochocs, souvent les gens vont dire « ça, c'est épouvantable ». On fait encore des électrochocs en 2012, ça se peut pas. Oui. Et on a à l'hôpital un utilisateur de service qui reçoit des électrochocs, qui va avoir, un peu comme une bibliothèque vivante, va avoir son local où il va recevoir les gens avec une vidéo où il reçoit où ça montre qu'il reçoit un électrochoc. Et il a eu une formation en médecine, donc il peut expliquer aux gens pourquoi il a reçu ça. Okay. Et tout en pouvant dire les effets secondaires, mais les grands bienfaits que ça a eu pour lui. Donc, on trouve que là aussi, on va aider à baisser les préjugés par rapport à d'autres réalités de la santé mentale. Des gens qui veulent en savoir plus, Éric, donc au niveau de, je pense toujours le site web peut-être? Le site web de l'hôpital, donc tout simplement aller sur faire HLHL dans Google, vous arrivez directement sur le site de l'hôpital. Ouais. Vous allez, à votre gauche, il y a un onglet qui est marqué « Événements ». Vous cliquez dessus, c'est les rendez-vous de la santé mentale. Oui, alors c'est très intéressant. C'est toujours c'est l'endroit pour aller, pour en savoir plus, justement, avoir toutes les coordonnées et tout. Là. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Éric, ça me fait plaisir d'avoir été des nôtres et bonne journée. Merci bien. Au revoir. Ce matin, tout va bien. Y'a plus rien qui me fait rien. Une nuit bien remplie. Ce matin, je ressemble à mon lit. Un séjour, mon amour, tu feras demi-tour. Une nuit sans répit. Ce matin, je ressemble à mon lit. Répare-moi avec ton baiser sur ma bouche. Répare-moi, pique-moi comme une mouche. Répare-moi, fais fuir tous mes fantômes. Fais que du bon côté je tombe. M'endors dans un coin, ça ne fait rien, je suis bien. Une nuit dans l'oubli, ce matin je ressemble à mon lit. J'ai sommeil et je veille, abaillé au cornet. Une nuit dans ton lit, mais enfin
sur ma bouche. Répare-moi, pique-moi comme une mouche. Répare-moi. Je vais fuir tous mes fantômes, fait que du bon côté, je tombe. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Oui, alors aujourd'hui, tu nous parles en fait d'une percée significative pour la recherche sur l'autisme, une maladie importante. Oui, et en fait, tu sais que j'aime garder nos auditeurs informés sur les nouvelles percées scientifiques qui peuvent aider à résoudre les maladies mentales. Oui. En fait, l'autisme, ce n'est pas considéré par plusieurs comme une maladie mentale à proprement parler, mais plus comme un problème neurologique, mais en tout cas, peu importe. Sauf que c'est toujours interrelié. Tu sais, on parle d'Asperger, autisme. C'est pas très loin, là. C'est un peu dans les mêmes eaux quand même. Oui, oui. Alors, c'est un article publié par l'agence France Presse. Et je vais vous en lire un passage. On nous dit qu'un traitement expérimental a réduit 2 des 3 grands troubles de l'autisme chez des souris de laboratoire. Les pauvres souris sacrifiées. Ils doivent être tannés. Hein? Oui, mais ce n'est pas toujours les mêmes, heureusement. Les comportements répétitifs et le manque de socialisation, selon une étude prometteuse menée aux États-Unis. La molécule appelée GRN 529, mise au point par le groupe pharmaceutique américain Pfizer, cible le glutamate, le principal neurotransmetteur présent dans tout le cerveau et qui joue un rôle clé pour activer les neurones, soit les cellules cérébrales. Les chercheurs dont l'étude paraît dans la revue médicale américaine Science Translational Medicine pensent que cette molécule agit sur un récepteur spécifique du glutamate et décroît son action sur les neurones. La molécule fait actuellement l'objet d'un essai clinique avec des patients souffrant du syndrome de l'X fragile. C'est un syndrome génétique qui est une cause fréquente de retard mental, mais pas dans tous les cas de l'autisme. C'est une première cause de retard mental héréditaire qui présente certaines similitudes avec les troubles du spectre autistique. Mm-hmm. Le fait que cette molécule ait déjà été testée dans un essai clinique par des symptômes dont certains sont similaires à ceux de l'autisme augmente les chances qu'elle pourrait aussi agir sur ces troubles. Pour le docteur Thomas Insel, directeur du NIMH, c'est le National Institute of Mental Health, c'est dans l'État du Maryland. Il nous dit que ces résultats avec des souris confortent les études menées à l'Institut en vue de développer des traitements visant les principaux symptômes de l'autisme. Comme les enfants autistes, les souris de l'expérience, modifiées génétiquement pour présenter des symptômes similaires, communiquaient moins entre elles et avaient des comportements répétitifs, passant beaucoup de temps à se toiletter elles-mêmes. Ah, okay. Ce type de comportement était moindre chez les souris traitées justement avec les injections de GRN 529. Le nombre de cas d'autisme est en nette augmentation aux États-Unis. C'est intéressant. Depuis la dernière décennie, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est quand même un peu surprenant. Oui, c'est surprenant avec toutes les recherches qui se font. Hein, oui, ça, ce sont selon des chiffres officiels publiés en fin mars. Ainsi, les cas diagnostiqués chez les enfants ont augmenté de 23% de 2006 à 2008 pour s'établir à 1 sur 88 en moyenne, contre 1 sur 110 précédemment. Un phénomène qui s'explique cependant en partie par un meilleur dépistage. Autrement dit, il n'y en a peut-être pas plus qu'avant, mais on les dépiste. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qui me venait. Je dis peut-être qu'on est plus capable de les déceler qu'avant. Dans le fond, on est plus équipé finalement pour déceler rapidement. Oui, là. Ça pourrait expliquer. Ouais. Maintenant, le temps avance rapidement. Je vais vous parler d'autres
autre chose maintenant. Savais-tu que de dire la vérité, c'est bon pour la santé? Oui. C'est selon le site qui s'appelle 20 Minutes Online, un site d'information continue. Alors, on dit que la vérité, c'est bon pour la santé. Raconter des mensonges a un effet négatif sur la santé mentale, selon l'article, ainsi que sur la forme physique, selon des chercheurs américains. Oui, bien c'est vrai, je pense que c'est... Écoute bien, un mensonge par-ci, une histoire inventée de toutes pièces par-là, on pourrait penser que mentir, ce n'est pas bien grave et en aucun cas dangereux pour la santé. Eh bien, détrompez-vous, nous dit-on. Des psychologues américains ont découvert que cela a un impact sur la santé mentale et physique. Avant d'établir ce constat, les chercheurs de l'Université Notre-Dame ou Notre Dame dans l'Indiana ont fait passer 110 personnes âgées de 18 à 71 ans au détecteur de mensonges. Ils les ont également fait passer un bilan de santé complet ainsi qu'une évaluation sur leurs relations sociales pour mesurer le nombre de grands et petits mensonges qu'ils ont racontés durant 10 semaines. Pour les besoins de l'étude, la moitié des participants devaient arrêter de mentir durant toute la durée de la recherche et les autres devaient garder leur comportement habituel. Le résultat, bien tenez-vous bien, les sujets qui racontaient au moins 3 mensonges de moins se sont sentis moins anxieux et moins déprimés. Ils ont également affirmé se sentir mieux physiquement, avec notamment moins de maux de tête et de maux de gorge. C'est intéressant. C'est vrai que dans le fond, le mensonge, à quelque part, les gens pensent peut-être que c'est correct, là, mais en dedans, ça doit quand même un peu tortillé. J'imagine, oui. À moins qu'on soit des menteurs nés. Oui, mais quand même, les gens ne doivent pas être vraiment l'esprit clair, l'esprit... tu sais, on se mélange dans nos mensonges. Il y en a qui disent que quand on dit toujours la vérité, on se rappelle toujours de ce qu'on a dit. Puis surtout, on peut pas... dans le fond, en disant toujours la vérité, t'es sûr que... Écoute, il n'y a personne qui va te squeezer, entre guillemets, là, qui va te squeezer dans ce que tu as dit, puis si tu te souviens pas que tu as dit ça, etc. Donc, c'est assez spécial. C'est beau, c'est un beau sujet. C'était bien, surtout pour l'autisme aussi, au niveau de la percée, ça, c'est fort intéressant. Ça encourage de voir les recherches qui se poursuivent. Ça encourage de voir que c'est une maladie très importante. En supposant que ces gens-là nous disent la vérité. Oui, absolument. On s'arrête pour une courte pause. Donc, à l'émission Folie douce, c'est un beau sujet pour l'espresso. Aujourd'hui à l'émission, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, M. Michel Peterson, psychanalyste chez Riveau, qui nous parle de l'aide psychologique pour les victimes de torture. Il y en a des victimes de torture, alors il va nous expliquer tout ça. On a aussi à l'Expresso allongé, Pierre, qui nous propose le sujet « Les impressions de déjà-vu ». Vous entendrez de plus en chanson « Tu n'es pas libre » de Marat Tremblay et « Partir ensemble » de Salomé Leclerc. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
C'est avec plaisir que je reçois mon invité qui est M. Michel Peterson. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes psychanalyste et on va parler aujourd'hui de torture. C'est un sujet, le mot fait peur, disons, mais on va pouvoir élaborer un petit peu plus sur le sujet. Vous collaborez en fait à un organisme qui s'appelle Le Riveau, qui donne de l'aide, qui offre de l'aide psychologique, entre autres, auprès des gens qui ont été victimes de torture. J'aimerais ça qu'on situe justement c'est quoi la torture et on pourra peut-être même parler d'un livre que vous avez écrit aussi qui porte le titre « L'instant du danger ». Mais d'abord, comment on peut définir, on sait, je pense que la plupart des gens savent c'est quoi la torture, mais comment on peut présenter ce sujet-là justement aux gens actuellement? Écoutez, il y a il y a plusieurs formes de torture d'abord. Ça va des plus extrêmes qui touchent le corps physique d'une façon, je dirais, massive, aux formes de torture psychologique, beaucoup plus subtiles, mais tout de même tout aussi dommageables à court, à moyen, à long terme. Donc, ça inclut en fait une quantité assez extraordinaire d'actes, d'effractions sur le corps, sur la psyché humaine. Et on voit bien que l'esprit humain est sans limite quant à l'invention de formes de torture et on se rend compte en voyant ce qui se passe actuellement que plus ça va, plus les formes de torture sont brutales et subtiles en même temps. Ça paraît paradoxal, mais la brutalité, c'est pas nécessairement de suspendre quelqu'un par les pieds. Ça peut être toutes sortes de stratégies là, allant de, vous savez, les trucs comme la goutte d'eau, par exemple. La fameuse goutte d'eau, elle est très actuelle. Ouais. Et oui. C'est aussi ça passe aussi par des formes d'humiliation sexuelle, comme on a vu par exemple dans des lieux comme Abu Ghraib. Errol Morris a fait un superbe film, un superbe documentaire là-dessus. Donc ça prend autant de formes que l'esprit humain est capable d'en imaginer, si je puis dire. Mais la torture, est-ce qu'elle se retrouve dans tous les pays? Est-ce que des endroits plus... est-ce qu'il y en a ici au Canada? Est-ce qu'il y en a au Québec? Il n'y en a pas ici. En tout cas, du moins connu officiellement. Maintenant, on pourrait quand même penser que ce qu'on appelle aujourd'hui l'interrogatoire musclé, l'interrogatoire forcé peut constituer aussi une forme de torture, mais en même temps, il faut faire très attention, il faut être très prudent. En général, la torture s'exerce dans des États qui sont non démocratiques, dans des États qui ne sont pas des États de droit. Ouais. Maintenant, ça c'est pour dire les choses d'une façon très générale, mais disons qu'au Canada, au Québec, officiellement en tout cas, elle ne s'exerce pas, mais les rapports de l'ONU, les rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch, montrent qu'il y a des pays quand même où c'est beaucoup plus systématique, beaucoup plus systémique. Alors, il y a des formes de torture qui sont pratiquées par l'État ou par des représentants de l'État ou par des représentants ou par des groupes liés à l'État. Il y a aussi des formes de torture, quand je disais qui sont systémiques. Par exemple, on voit dans certaines régions de l'Inde où il n'y a pas de torture comme telle, mais la manière dont sont gérés les rapports sociaux participe d'une certaine forme de torture, si on veut. Ça, parce que c'est tellement varié, comme vous disiez, même... Voilà. En fait, c'est peut-être le niveau après, quand on parle du harcèlement psychologique, par exemple, mais quand c'est tellement extrême, ça devient de la torture psychologique, peut-être, jusqu'à un certain point. Oui, ça devient de la torture psychologique. Ça, et vous savez, il y a des formes de torture, par exemple, comme au Mexique, si vous obéissez pas à tel producteur ou que vous avez une petite entreprise que vous essayez de démarrer et que vous payez pas la cote qu'on vous demande, on incendie votre maison. Est-ce que c'est de la torture? Est-ce que c'est... Bon, vous voyez, c'est un harcèlement extrêmement, assez intense, où la terreur s'empare de la personne, et puis ça implique une déroute, un morcellement de la personnalité à la limite, une panique. Est-ce qu'on peut définir quand est-ce que ça devient de la torture? Est-ce que vous l'avez au courant des années? Ça fait plusieurs années que vous vous impliquez à ce niveau-là, mais est-ce que vous avez pu dire, quand ça dépasse un tel niveau, quand il y a tels éléments, on se considère comme de la torture? Personnellement, comme clinicien, parce que c'est de ce point de vue-là que je parle, je ne crois pas qu'on puisse mesurer ça en termes de seuil ou de
quantité plus ou moins. Je pense que c'est toujours allié à un contexte, à une histoire précise. Et selon les situations, je pense qu'il y a des modalités de violence qui, clairement, dès qu'il y a humiliation, dès qu'il y a oppression, dès qu'il y a violence sur le corps et sur la... Je pense physique que là, ou psychologique, physique ou psychologique, je pense que là, on est... Là, surtout physique. Vous savez, le viol, par exemple, n'est pas considéré généralement comme une torture. Maintenant, le viol en situation de guerre, est-ce qu'on est dans la torture? Vous voyez, en situation de génocide, est-ce que... jusqu'où on peut mesurer... Bon, je comprends votre question. En même temps, facile à c'est pas aussi trancher, facile. C'est multiforme, c'est polymorphe, c'est contextuel, c'est aussi étatique, mais c'est aussi subjectif parce que parfois c'est dans le courant d'une espèce de grande débâcle, de guerre, de génocide, mais parfois c'est l'acte de torture comme tel en vue d'avoir des informations X, Y, Z. Mais parfois, c'est uniquement semer la terreur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations qui sont demandées comme telles. C'est simplement, entre guillemets, bien sûr, simplement pour faire en sorte que une terreur politique règne. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de moyen de définir comme tel, d'une définition comme ça paradigmatique de ce que c'est que la torture. Oui, mais tantôt on disait, c'est ça, au Québec, au Canada, bon, il n'y a pas vraiment de torture proprement dit, sauf que il y a des gens qui ont été torturés et qui ont immigré et qui sont venus au Québec, au Canada. Vous en avez rencontré comme psychanalyste. Donc, quelle sorte de problématiques ils vous rapportent? Comment vous pouvez gérer une situation comme ça? Comment vous pouvez les aider à s'en sortir, justement? Ça serait bien de parler un petit peu peut-être des cas, comment ça se présente, là? Là encore, c'est très complexe parce qu'il y a tellement d'histoires et chacune des histoires est singulière, évidemment. Donc, même s'il y a des paramètres qui sont généraux, il reste que chaque histoire remet en scène aussi pour chacune des personnes des choses qui ont pu être importantes pour elle dans son histoire. Bon, comment dire? Deux choses. Première chose, il n'y a pas de torture, effectivement, vous l'avez dit, je l'ai dit, au Québec, au Canada, seulement. Il se trouve que le fait que plusieurs personnes qui font des demandes d'asile politique et qui voient leur cas être sans arrêt remis au calendrier grec, des gens qui sont dans l'attente durant des années, je pèse les mots, là, ça peut être 4, 5, 6, 7, 8 ans. C'est long. Sans pouvoir s'enraciner en sachant pas. Hein? Sans pouvoir vous enraciner, souvent en étant séparé de votre famille, ayant peu de contact, également en étant dans une espèce d'incertitude puisque vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas droit à tel ou tel service, donc vous n'êtes pas capable de vous inscrire dans la société qui, en principe, est une société à laquelle vous demandez de faire contenant un peu, de venir colmater tous les traumas qui vous assiègent. Je pense personnellement que c'est une forme de torture, et une forme de torture extrêmement cynique. Maintenant, on dira que c'est la bureaucratie, que c'est on peut dire tout ce qu'on veut autour de ça, il en reste pas moins que à mon avis, à une certaine torture. Et c'est une violence. Oui, par le fait, c'est vrai que c'est insoutenable là, de rester des années sans savoir son sort. Dans le fond, c'est assez c'est infernal. Là, c'est infernal. Vous n'avez pas accès à votre université. Vous avez vu vos enfants la dernière fois, il y avait 2 et 4 ans, puis tout à coup, ils ont 8, 9, 10 ans. C'est très difficile de trouver un emploi parce que les symptômes... D'abord, c'est difficile de trouver un emploi parce que le simple fait que vous soyez demandeur d'asile fait en sorte que beaucoup d'employeurs sont très réticents à vous employer. Il y a une déqualification professionnelle souvent qui fait en sorte que vous êtes
vous vous retrouvez à faire des emplois mal payés qui vous permettent difficilement de survivre. Ouais. Et tout ça vient en fait accroître les traumas qui vous ont mené à fuir, à prendre cette décision. Ça, ouais. Parce que c'est une décision importante que de dire je quitte mon pays. Oui. On ne fait pas ça comme ça de gaieté de cœur. Il faut vraiment en avoir assez, surtout dans ce cas-ci, de ne pas vouloir revivre ça et d'essayer d'améliorer sa vie. Voilà, et en étant parfois, en arrivant parfois dans un pays dont vous avez à peu près aucune connaissance. Ouais. Bon, c'est pas comme une immigration voulue, souhaitée, avec un projet, avec toutes les étapes habituelles de ce que suppose un projet d'immigration. Là, c'est une décision qui relève de est-ce que je survis ou non. Donc, c'est tout ça, comme psychanalyste, vous avez à gérer tout ça. Dans le fond, c'est l'insécurité que ça génère, juste le fait de ne pas savoir que si on a un statut de Canadien ou de nouvel immigrant ou non. Et en plus, tous les traumas du passé. Donc, vous avez à gérer toute cette situation-là. C'est pas facile. Là. C'est un multi-problème, dans le fond. Ben, c'est un multi-problème. Je dirais que, il y a le RIVO, l'organisme pour lequel je travaille, réunit des cliniciens de différentes tendances. Hein, et ça, c'est très, très important. Bon, moi, il se trouve que je suis psychanalyste et travailleur social, donc je travaille d'une certaine façon. Maintenant, il y a des gens qui travaillent en art-thérapie, il y en a qui travaillent en yoga, il y en a qui travaillent dans d'autres formes de psychothérapie. Alors, l'essentiel, quant à moi, parce que je ne peux parler que de ma position, bien sûr, c'est de fournir, d'offrir aux gens qui sont pris avec ces traumas qu'on appelle classiquement les états de stress post-traumatique. Là, c'est la catégorie clinique qu'on utilise en général. Ça rentre, les cas de torture rentrent dans les cas de torture, tout à fait. Ça, tout à fait. Tout à fait, parce que les symptômes qui sont associés aux états de stress post-traumatique sont des symptômes qui sont directement, qui sont des effets directs de la torture ou des autres formes de violence organisée. C'est-à-dire qu'être témoin aussi d'un génocide, ça relève du même tableau clinique, si on veut. Okay. Maintenant, ce qui me semble le plus important dans ce travail-là, et je pense qu'on le fait tous à notre façon, hein, selon avec des approches différentes, c'est quelque chose qui va vous paraître peut-être très simple, mais une écoute. Et une écoute qui ne cherche pas à statuer de la vérité des événements, de la vérité ou de la fausseté des événements. C'est-à-dire qui cherche pas à... Parce que le juridique, hein, les avocats, les commissaires, etc., ont pour travail de vérifier si le demandeur d'asile a bien traversé les événements qu'il dit avoir traversés. Bon, c'est le travail du juridique. Et donc, il y a un régime de vérité ou de fausseté qui est vérifié. Bon. Le travailleur social est là pour aider à trouver des pistes de solutions à un certain nombre de problèmes extrêmement concrets. Logement, habillement, etc. Parce que c'est des gens qui n'ont à peu près aucune ressource financière. Ils ont une aide gouvernementale, mais qui permet absolument pas de vivre décemment. Ça, je pense que les gens doivent le savoir. Et le médecin, évidemment, s'occupe des problèmes physiques et ils ont énormément de problèmes physiques parce qu'ils sont fragilisés non seulement par la torture, mais par tout ce que le trauma génère de séquelles psychosomatiques. Donc, notre travail est plutôt d'écouter en faisant fi de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. De toute façon, personnellement, je pars du principe que c'est vrai, dans la mesure où c'est énoncé, et donc ça dit quelque chose, non seulement de l'événement ou des sévices qui ont été subis, mais ça dit aussi quelque chose de tout l'imaginaire qui est en travail par rapport à ces événements-là. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est très intéressant. C'est tout le temps qu'on a, mais c'est super intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus, le RIVO, je vais donner le numéro de téléphone, 514-282-0661. Il y a aussi votre livre qui s'appelle L'instant du danger aux éditions du Passage. Alors, merci beaucoup, M. Peterson, d'avoir été des nôtres à Folie Douce. Je vous en prie. Merci, c'était très intéressant. Au revoir. De
Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Nous sommes maintenant rendus à l'espresso allongé. Pierre Laporte, toujours en notre compagnie. Alors, Pierre, bonjour encore une fois. Re-salut, Yvan. Toujours pas loin du micro. Toujours pas loin. On va parler aujourd'hui de déjà-vu, des impressions de déjà-vu. Oui. Tu nous en as pas parlé, toi? Il me semble qu'on en avait déjà parlé de ça. Ouais. En tout cas, en fait, je vais vous lire 2 extraits d'articles sur l'Internet qui portent sur les fameuses impressions de déjà-vu qu'on a tous, je pense. On a tous éprouvé ça à un moment. Et on n'arrive jamais à s'expliquer ça. C'est toujours quelque chose de mystérieux. Ouais. Alors, le premier article, c'était publié sur le site CIRCE, qui est le Centre d'information et de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles, un site français. Alors, brièvement, on nous dit le terme de déjà-vu utilisé pour la première fois par le philosophe Émile Boirac dans son ouvrage « L'avenir des sciences psychiques », publié en 1916, désigne l'impression d'avoir déjà vu un lieu ou déjà vécu une situation. Cette expérience est souvent accompagnée d'un sentiment particulier, un mélange d'étrangeté, de familiarité et d'une incapacité à retrouver un éventuel souvenir relatif à ce sentiment de déjà-vu. Près de 60% de la population a déjà rencontré ce phénomène. Les recherches en sciences cognitives se sont multipliées ces dernières années afin de mieux comprendre le phénomène de déjà-vu. Plusieurs hypothèses tentent d'en rendre compte. La première, ce serait que l'expérience de déjà-vu proviendrait de la rencontre de contenu d'un rêve oublié, soit en partie ou en totalité, et d'une situation vécue à l'état de veille. Les éventuelles concordances entre les éléments provenant du sommeil et le contexte réel rencontré donnerait lieu à cette impression de déjà-vu. Deuxième hypothèse, le cerveau aurait la capacité de déterminer inconsciemment et dans un très court laps de temps ce qui, dans l'environnement du sujet, concorde avec des expériences effectivement déjà rencontrées. Cette capacité aurait pour fonction de permettre à l'individu de déterminer si la situation rencontrée l'a déjà été ou non et aurait été utilisée par nos ancêtres pour réagir au plus vite face à un éventuel danger. Ah. Donc, une deuxième explication. Oui. Une troisième explication, plus scientifique, celle-là, une zone du cerveau, le para-hippocampe, serait à la source des sentiments éprouvés lors d'une impression de déjà-vu. Le para-hippocampe fonctionne habituellement en complémentarité avec l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire et qui permet de déterminer s'il y a effectivement concordance entre des expériences déjà rencontrées et une situation actuelle. Lors de sentiments de déjà-vu, le para-hippocampe fonctionnerait seul. Sans l'hippocampe, il ne subsisterait donc que le sentiment étrange caractéristique du déjà-vu. Outre ces différentes explications, les chercheurs ont observé que les personnes souffrant d'épilepsie ont plus souvent des impressions de déjà-vu. Le stress et la fatigue sont également des facteurs favorisant cette impression qui tend à diminuer avec le vieillissement. Il paraît donc très probable que l'origine du sentiment de déjà-vu est plurifactorielle. Il est fréquent que l'expérience de déjà-vu soit interprétée en tant que réminiscence de vie antérieure, là on tombe dans la parapsychologie, ou qu'elle soit amalgamée avec l'expérience de précognition, c'est-à-dire l'impression d'obtenir des informations sur un événement futur selon des modalités perceptives inexpliquées. Mais comme je te dis, on sort vraiment de la science. Oui. Les chercheurs américains pensent qu'il s'agit plutôt d'un phénomène qui fait intervenir la mémoire de reconnaissance. Ça, c'est selon le site Doctissimo. C'est celle qui nous fait reconnaître une amie dans la rue ou une chanson à la radio. Pour les scientifiques, elle permet ainsi d'associer des noms à des objets ou même des sonorités. Pour vérifier que cette mémoire était impliquée, les chercheurs ont mené plusieurs expériences. Ils ont donné à des volontaires une liste de noms célèbres. Puis, ils leur ont montré des photographies de stars dont certaines étaient dans la liste. Effet surprenant, lorsque les gens ne reconnaissaient pas la personnalité, mais que son nom figurait sur la liste, ils soulignaient qu'elle leur était familière. Les scientifiques ont obtenu le même résultat avec des noms et des photographies de monuments tels Stonehenge ou Taj Mahal. Enfin, ils ont eu la même chose, non pas avec des mots, mais avec des figures géométriques et des lieux ayant ensuite une disposition similaire. Ainsi, lorsqu'on a une impression de déjà-vu, il se peut en fait que nous ayons déjà lu une inscription similaire
ou déjà entendu parler d'un lieu proche et que notre cerveau fasse le rapprochement, ou nous pouvons avoir déjà vu une structure géométrique similaire qui fait dire à notre mémoire que nous connaissons vraiment cette disposition. Oui. Alors, c'est intéressant, comme tu dis aussi, c'est peut-être plurifacteur. Il y a beaucoup de causes qui font que... Et c'est assez étonnant que ce que tu dis qu'en vieillissant, on ressent moins ça, puis c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que j'en ai moins des déjà vus qu'avant. Moi aussi. C'est spécial. Ce serait un des bons côtés de vieillir. Oui, donc. Exactement. Mais c'est un beau sujet, Pierre. Merci beaucoup pour ce beau sujet. Donc, les impressions de déjà vu à l'émission Folie Douce, on poursuit en chanson. Partait ensemble quand se lèvera le vent, on pourrait faire la route sans bagage. Tu me diras que l'on tangue, je te montrerai balançant. Si la nuit cache nos pas, c'est plus facile de voir. Si ma vie porte sa croix, c'est plus facile d'y croire. Ensemble, si on nageait ensemble, quand se glaceront les eaux, quand on portera l'hiver sur le dos, tu me diras que l'on tremble. Moi, je soufflerai les mots qui réchaufferont la plage de ta peau. Si la nuit cache nos pas, c'est plus facile de voir. Si ma vie porte sa croix, c'est plus facile d'y croire. Ensemble, De retour au micro à Folie Douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles. Alors, en terminant cette émission de Folie Douce, une semaine encore chargée, Pierre, on fait la nomenclature des chansons. Alors, on a écouté à l'émission, bien sûr, les chansons sont bien importantes. En tout début d'émission, la chanson Maison Mobile. De Madame Moustache. Oui, une autre Madame Moustache, pas celle que vous connaissez nécessairement. On a écouté Répare-moi. De Danny Bédard. Oui, en deuxième demi, Tu n'es pas libre. De Marat Tremblay. Et à l'instant, Partir ensemble. De Salomé Leclerc. Ben voilà, merci beaucoup pour ton choix musical, mais je remercie notre invité en début d'émission,
d'émission, Éric Skulski, qui nous a parlé des rendez-vous de la santé mentale. Rendez-vous qui va peut-être revenir d'autres années également. C'était une première pour eux. On a eu notre invité aussi, Michel Peterson, psychanalyste chez Rivo, qui nous a parlé de l'aide psychologique pour les victimes de torture. On a eu à tes blocs Espresso et Espresso allongé. L'Espresso, d'abord, on se parlait d'une percée significative pour la recherche sur l'autisme. Important, c'est quand même des bonnes nouvelles au niveau de mieux connaître finalement ces problématiques-là. Et à l'Espresso allongé, il était question des impressions de déjà-vu. Mais il me semble que tu en as déjà parlé. Et comme disait Yogi Berra, it's like déjà vu all over again. Monsieur Quote. Monsieur Quote, comme on dit. Monsieur Citation. Ouais. Ben, merci beaucoup pour ta mise en onde également, Pierre. C'est Yvan Bugeaud au micro. Donc, je souhaite vous passer une bonne semaine à une prochaine Folie douce. Au revoir tout le monde.